comment s'associer dans un business et comment l'organiser avec l'exemple de Théophile Hélier pour comprendre. Cette vidéo m'aurait rapporté plus de 250 000 € si je l'avais vue avant. C'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui de notre chaîne H Fiscalité et Finance, dans laquelle on va parler association, problématiques d'association, mais surtout solutions. Avant de commencer les rappels habituels, n'hésite pas à nous rejoindre sur notre Telegram, notre Discord ou au travers de différents programmes bonus qui te sont totalement offerts. Tous les liens se trouvent dans la description. En sachant également que je détaillerai l'histoire des 250 000 € dans la newsletter de ce samedi, ainsi que sur le canal Telegram au travers d'une note vocale du samedi. Donc n'hésite pas à t'inscrire et à nous rejoindre. En guise d'introduction, beaucoup de personnes s'associent dans le business au départ, ne prévoient pas la suite et se retrouvent à fermer une activité souvent qui fonctionne à cause des soucis provoqués par les associés et la gestion de ces derniers. On va voir ici des techniques d'association, comment le prévoir en amont, qui permettent de se structurer intelligemment et de manière efficiente, c'est le plus important, pour faire grossir votre business et éviter les problèmes. Et surtout, le protéger à terme, votre business. Donc assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque je vais te partager une technique d'association que je vais mettre moi-même en place. Ces techniques seront développées avec des exemples dans le French Entrepreneur en V2 pour ceux qui ont décidé de le rejoindre. De surcroît, la mise à jour sera offerte, donc c'est dommage de la louper. Le lien se trouve dans la description, n'hésite pas à rejoindre. Et pour structurer cette vidéo, nous allons voir ça au travers de 3 points. Nous allons d'abord parler de l'association à 50-50, la nécessité de se faire accompagner et les illustrations de ce que nous allons voir. Et nous verrons à la fin la création d'une NewCo. C'est la stratégie que je développe et que je vais proposer peut-être à mon futur associé, sans holding pour ne pas attendre les dividendes, avec un projet d'association sur le lancement d'un produit. Donc, l'association à 50-50. Il faut comprendre que les gens, ils s'associent toujours à 50-50 sur un nouveau business et généralement avec un ami avec qui on s'entend bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'on s'entend bien en amitié qu'on va bien s'entendre en affaires. C'est généralement pour limiter les coûts et les risques, non pas pour multiplier les possibilités. Et souvent, c'est la plus grande erreur. On le fait pour limiter les risques. Pourquoi une erreur en soi de s'associer à 50-50 ? Car dès que tu vas avoir un problème sur ta société, cela va devenir ingérable. Et quand il faudra décider, cela sera problématique. Et dans toute association, il y a toujours un moment où on est à 50-50, où il y en a un qui a l'impression de faire beaucoup plus que l'autre, et donc il devrait toucher plus que l'autre, et ça devient strictement ingérable et problématique. Donc le premier conseil qu'on peut te donner dans cette vidéo, ne fais jamais de 50-50. D'ailleurs, si tu as une anecdote concernant un problème d'association où tu étais à 50-50, n'hésite pas à le dire dans les commentaires sous la vidéo pour rendre ce contenu plus pragmatique et non seulement théorique. La nécessité de se faire accompagner. Alors, ça fait un peu marketing dit comme ça, mais il faut comprendre que lorsque nous allons nous associer, il est indispensable, et quand je dis indispensable, c'est réellement indispensable, de se faire accompagner, notamment pour prévoir les problèmes à net de l'association. Par exemple, quelqu'un qui vient de me voir et qui m'explique qu'il a envie de s'associer, ayant déjà eu des problèmes en association, ayant déjà aidé des gens qui avaient des problèmes en association, je sais comment les traiter en amont et comment les prévoir, tandis que lorsque vous lancez un business, vous n'avez pas conscience de ça. Il est important de se faire accompagner parce que vous pouvez avoir de mauvaises surprises. D'un point de vue structure et en France, ne surtout pas faire de SARL. En association, c'est suicidaire. Donc, oubliez la SARL et partez sur la forme la plus adéquate pour faire un business en association, la SAS. C'est obligatoire pour prévoir le fonctionnement. On en a déjà parlé dans la précédente vidéo où on parlait de la meilleure forme de société pour commencer en France. Et on a reçu beaucoup de questions sur pourquoi il faut absolument utiliser une SAS pour se structurer. En raison de l'organisation de son fonctionnement au travers des statuts et notamment à travers le pacte extra-statutaire. Pourquoi ? On va te l'expliquer au travers d'un exemple concret dans lequel on va prendre le cas d'un entrepreneur talentueux et à succès, où on va prendre l'exemple de Théophile Hélier, même s'il n'avait pas de société en France, mais c'est pour une vocation d'illustration. Pour illustrer la situation,
et l'importance d'un pacte extra-statutaire, de tout ce que je viens de dire avant, je vais te prendre la revente du business de Théophile Hélier, mais c'est un exemple d'un point de vue structuration et importance de ce qu'il faut prévoir en amont. On va partir des indications que Théophile Hélier a données publiquement sur sa chaîne et sur ses différentes vidéos, en partant du principe qu'elles sont vraies et on les prend pour argent comptant. Soi-disant, il aurait vendu 70% de ses parts et lui aurait conservé 30% de ses parts. Il faut comprendre que même s'il détient 30% de ses parts, tu te dis mais il est minoritaire, mais ce n'est pas totalement ça et tu vas comprendre la nuance. Si on prend grosso modo la structuration, et c'est à titre indicatif, hein, je n'ai aucune idée, il a conservé 30% de son business, il a vendu 70% restants. Mais ces 70%, ils sont répartis au travers de dizaines, peut-être centaines d'investisseurs qui ont pris 5%, même si je ne pense pas que ça soit la majorité. Mais tu as un investisseur qui a pris un certain pourcentage, un autre qui a pris un certain pourcentage, un autre qui a pris un certain pourcentage, peut-être un plus gros ou un groupe d'investisseurs qui se sont regroupés pour prendre 15% et encore un petit investisseur. Je pense que le patrimoine est beaucoup plus éclaté que ce que je viens de dire, mais c'est pour comprendre que même s'il a 30%, c'est lui l'actionnaire majoritaire de la société et c'est lui qui décide la société. Alors, lorsque tu vas être associé à ce type de business, il détient 30% de la société et contrôle la société. Et c'est également l'investisseur majoritaire. Avec 30%, c'est le plus gros actionnaire individuel. Les autres investisseurs détiennent 70%, mais ces 70% sont éclatés au travers d'une multitude d'investisseurs. Si tu vas mettre un pacte d'associés notamment, tu vas prévoir un engagement de non-concurrence dans ce pacte d'associés qui va lier Théophile Hélier. Pacte de non-concurrence, c'est que tout simplement, tu n'as pas envie qu'il aille lancer un autre business sous une autre structure après t'avoir vendu 70% de ses parts et de son business. Donc, tu vas faire en sorte de le maintenir. Tu vas prévoir également l'information des associés. Parce que rappelle-toi, toi, tu es un investisseur, un associé dormant, tu vas vouloir avoir des informations. Informations bancaires, informations comptables, peut-être nommer un consultant financier pour vérifier les informations et vérifier l'exactitude. Donc, tu vas prévoir cela dans les statuts pour qu'il te les communique et que tu saches comment est utilisé l'argent puisque c'est lui qui le gère. Tu vas mettre également un droit de suite. Alors, un droit de suite, tu vas le centraliser sur Théophile Hélier. Le droit de suite, c'est que tout simplement, si Théophile Hélier veut vendre ses 30%, mais il est obligé de trouver un acquéreur qui rachète les 70 autres %. Pourquoi tu veux mettre ça? Parce que si Théophile Hélier vend ses 30%, même avec un énorme discount, la société n'a plus de valeur. Et donc, tes participations dans cette société ne valent plus rien. Donc, tu as perdu ton investissement. Comment tu fais en sorte? Tu fais en sorte que s'il veut vendre ses parts, l'investisseur qui rachète ses parts, il est obligé de racheter toutes les parts ou sinon il n'achète pas. Ou tu vas prévoir, avec un terme que j'arrive jamais à prononcer, je vais essayer de le prononcer correctement et le minimum de fois, une clause d'inaliénabilité. Ce type de clause empêche par exemple Théophile Hélier de vendre ses parts pendant un certain temps. Par exemple, tu prévois qu'il ne peut pas les vendre pendant 5 ans. De cette manière, tu es sûr qu'il ne va pas vendre ses parts et que tu vas conserver une valeur à tes parts. C'est déterminable sur une valeur déterminée. Bon, ça fait un peu répétitif. Mais tu vois, toutes ces choses-là, je le prends sur un exemple lambda, mais c'est important puisque ça organise les possibilités et ça évite les mauvaises surprises. Tu vas prévoir également, par exemple, sur certaines choses, une clause d'accord unanime. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu ne vas pas vouloir qu'ils puissent faire des grosses dépenses sur la société sans votre accord principal. Imagine que demain, la société elle gagne 1 million d'euros, donc lui récupère 300 000 euros et ses investisseurs récupèrent 700 000 euros. Imagine qu'il décide de partir une semaine, un mois aux Maldives dans un 5 étoiles avec sa poulette et que ça lui coûte 100 000 euros. Mais en réalité, vous allez financer à 70% ces vacances. Ces frais-là, tu as envie de dire, OK, tu peux les passer sur la société, mais il faut qu'il y ait un accord que ça rapporte plus de 100 000 euros. Donc, tu vas prévoir de faire en sorte que sur certaines décisions, il soit obligé de consulter les actionnaires pour pas le permettre de faire n'importe quoi. La gestion courante, le lancement des nouveaux programmes, la promotion, les campagnes d'affiliation et tout ça, il peut être libre. Mais tu n'as pas envie, par exemple, qui s'achète
qui s'achète une voiture à 300 000 balles parce que indirectement, il va le prendre aux investisseurs. Donc, pour limiter ses pouvoirs, tu vas mettre ce type de clause. On rappelle que les statuts, ils sont signés par tous les associés. C'est-à-dire que si, par exemple, tu mets une clause d'inaliénabilité dans les statuts, ben, toi, en tant qu'investisseur, tu ne vas pas pouvoir vendre tes parts sans qu'un investisseur achète 95% des parts restantes. Donc, tu seras bloqué. Tandis qu'un pacte d'associés peut être signé que par une partie des associés. Donc, ça permet de mettre une restriction sur certains types d'associés, ne pas concerner tous les associés, ce qui est une force, d'où l'importance de se faire accompagner, d'où l'importance d'un être conscient. L'importance d'organiser cela en amont. Ce n'est qu'un exemple, mais une bonne organisation, elle va te protéger et va permettre de faire grossir ton business. Et elle va empêcher à quelqu'un d'autre de faire n'importe quoi et donc d'attaquer la valeur du business. Surtout si tu n'es pas dans la société en permanence et que tu es en quelque sorte un associé dormant plus un investisseur qu'un associé opérationnel. Prévoir également dans les statuts la révocation du dirigeant, car si le mec il fait n'importe quoi, tu n'as pas envie de le laisser diriger la boîte. Tu as envie d'avoir la possibilité de le changer et de nommer quelqu'un de plus compétent pour reprendre le contrôle pour garantir ton investissement. D'où, et je le répète, l'importance de se former, d'être au fait des différents dispositifs, car même si ton avocat va s'en occuper de la rédaction, il faut être au fait de ça. Il faut être capable de comprendre un minimum d'un point de vue opérationnel. C'est votre mission en tant qu'entrepreneur. Et ne pas la jouer petit bras sur la Constitution, c'est-à-dire se contenter de statuts de base achetés sur Legal Start. C'est bien si tu es tout seul dans ta boîte. Mais dès que tu as des associés, il ne faut surtout pas passer par un modèle pré-rédigé parce que votre situation n'est pas la norme. Votre business mérite mieux que ça. Surtout que lorsque tu vas rencontrer des associés ou des investisseurs, le fait d'être formé, d'être au fait de ça, lorsque tu vas leur proposer une façon de se structurer en association, tu vas gagner énormément en crédibilité et en professionnalisme lorsque tu vas présenter un projet que tu vas dire « moi j'aimerais le structurer comme ça, comme ça, comme ça ». Si tu commences à payer un avocat pour qu'il aille démarcher les investisseurs, ça va te coûter 100 000 balles à l'année, quelque chose que tu peux faire. Et lorsqu'un investisseur va te dire quelles sont les garanties que tu peux donner, tu vas pouvoir répondre. C'est gagner en crédibilité, donc augmenter tes possibilités. D'où l'importance d'organiser, mais surtout de se former. Je vais te parler maintenant de la structuration d'une association au travers d'une nouvelle société qu'on va appeler une NewCo. C'est le nom généralement utilisé par les professionnels. Se structurer en association avec une NewCo peut être sacrément intéressant sans pour autant passer par une holding, attendre le dividende et une usine à gaz d'un point de vue montage. Je vais te partager ici un projet d'association que je vais proposer à un associé que j'ai avec une personne sur un lancement de produits spécifiques. En matière d'association, les gens peuvent décider de dire « écoute, j'encaisse tout et je te file 50% du chiffre d'affaires comme un affilié ». Sauf que le problème de ça, imaginons la situation suivante, une situation toute conne. On vend 100 000 € hors taxe lors du lancement, je verse 50 000 € au mec et je me tape ensuite 10 000 € de chargeback. Ben, en fait, moi, il me reste 40 000 et lui, il a 50 000. Donc, c'est toujours mieux de structurer des projets d'association, surtout lorsqu'il va avoir des sommes importantes au travers d'une nouvelle structure. Et on va voir en plus, même si c'est un peu plus lourd, ça apporte des avantages. Pire encore, comment tu vas bien déceler les coûts et les affecter à la vente du produit? Qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple, je vais prendre le cas des coûts dans un exemple concret, sur la question des coûts, en faisant 100 000 € de plus de chiffre d'affaires, si par exemple je prends l'ensemble des ventes sur ma boîte et que je reverse 50%, je vais avoir mes coûts comptables qui vont augmenter puisqu'il y aura plus de facturation à passer. Je vais également avoir besoin d'augmenter la capacité des outils. Par exemple, les autorépondeurs, vous avez 5000 adresses mail, si vous passez à 20 000 adresses mail, c'est plus du tout le même prix. Et d'un autre côté, si je commence à dire oui, mais ça m'a augmenté la capacité de mon autorépondeur, ah oui, mais tu peux t'en servir pour autre chose aussi, ça devient toujours un problème en association. Donc, c'est toujours mieux de le mettre au travers d'une nouvelle structure. Surtout que les gens ne pensent pas, ils partagent le chiffre d'affaires, le montant brut, celui qui est encaissé par Stripe. Mais quand tu reçois 100 000 €
Quand tu encaisses 100 000 euros sur Stripe, tu reçois tout sauf 100 000 euros sur ton compte. Il y a des frais de commission et ça chiffre, mine de rien. Les gens ne pensent pas à ce genre de choses. Donc, il ne faut pas partager les résultats Stripe, il faut partager le montant net que tu reçois sur le compte, hors taxe de préférence aussi, si tu veux éviter d'avoir une surprise. Et j'ai pas envie également de forcément dévoiler mes chiffres en détail sur ma structure à un associé. Même si j'ai techniquement confiance en lui, j'ai pas envie de lui fournir des éléments. Donc, passer par une nouvelle structure peut grandement faciliter les choses, peut être beaucoup plus efficient et peut vous rapporter beaucoup plus de choses. Comment la structurer? Ça va être le sujet du slide suivant, avec l'exemple concret du projet que j'ai. D'un point de vue, la structuration de la NewCo, et pour que ça soit bien compréhensible, j'ai la holding mobile qui va détenir AH Internet qui s'occupe de vendre les produits sur Internet. J'ai l'associé à un projet 1 qui se situe à Dubaï. On veut faire un projet ensemble. On va créer une NewCo qu'on partagera à 50-50. Alors, ça fait marrer parce que je dis que le 50-50, il ne faut surtout pas s'associer. Mais on peut le changer ça d'un point de vue, c'est surtout pour le partage des bénéfices et pour que ça soit simple. Mais on peut changer ça dans les statuts, comme j'ai dit. Je pense à une structuration sous cette forme qui va présenter plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que c'est AH Internet qui va recevoir sa partie des profits, les 50%, comme si elle l'avait réalisé directement. Donc, en gros, je ne déshabille pas Paul pour habiller Jacques. Ça paraît important, mais ça va capitaliser ma structure, me donner plus d'effet de levier sur cette structure si notamment je veux réinvestir. Au-delà de ça, cela va avoir beaucoup plus de sens ensuite au niveau de la répartition des coûts et du suivi des coûts, et je te l'explique ensuite et offrir également beaucoup plus de possibilités. Les avantages ici qu'on va avoir sur une NewCo au travers d'un business Internet. Les avantages de cette structuration vont être multiples pour une association, notamment au rang desquels la facilité de création si on choisit bien la structure, le coût comptable centralisé, transparent et partagé. Pas de surprise ou d'inégalité. Le bénéfice net de cette structure, on le divise en deux. Il n'y a pas de surprise. Je n'ai pas payé plus de coûts que toi. S'il y a du chargeback, on le partage à deux. C'est aussi simple que ça. De plus, je vais te dire, les parts de la NewCo, elles seront inscrites au bilan d'AH Internet. Donc, elles seront valorisées, ce qui me donnera en plus un actif au bilan. La NewCo va pouvoir créer un nouvel historique bancaire si on l'incorpore dans un nouveau pays, en le choisissant bien et en créant de nouvelles possibilités, notamment si cette structure marche bien. De plus, on pourra mettre des clauses dans les statuts et un pacte extra-statutaire dans la NewCo pour parfaitement gérer l'association, éviter les problèmes, prévoir les problèmes en amont. Et cette structure va permettre de partager parfaitement le bénéfice. Par exemple, d'un côté, tu vas avoir le produit. Ce produit, ça va être quoi? Ça va être notamment la vente en direct, c'est-à-dire tous les produits que cette structure va vendre. Ça va être également le reste après l'affiliation, la vente par affiliation. Si par exemple, elle vend un produit et qu'elle reverse la commission à l'affilié, et ça va également toutes les ventes dérivées. La vente de produits d'affiliation auprès de la clientèle acquise. Par exemple, imagine qu'on a acquis une nouvelle clientèle à travers ce produit et que cette clientèle m'achète un programme ou achète un programme à mon associé, elle le fera avec un lien d'affilié sur ces structures qui reviendra au sein de ces structures. C'est ultra pratique parce que ça facilite une vision long terme. Et d'un point de vue charge, donc les coûts qui seront déductibles, on aura la création de la structure, on aura également la TVA, donc on aura un bilan hors taxe, on ne sera pas sur des relevés Stripe. On aura également la publicité. Si on doit mettre 20 000 balles de publicité, on mettra 10 000 balles chacun au sein de la structure pour payer la publicité. On aura les commissions d'affiliation si vente par affiliation. Si on vend 100 et qu'on reverse 35, il restera 65. Ça sera déductible. On aura également les chargebacks clients ou les remboursements qu'on pourra passer sous forme de provision jusqu'à la fin de l'année. Et on aura également les frais de comptabilité. Les frais de comptabilité, il y aura une comptabilité sur ces structures et uniquement sur ces structures. Donc, ça sera le plus transparent possible. Et les commissions Stripe également.
les commissions Stripe, elles seront déductibles du résultat. Il n'y aura pas de surprise. Ça sera un bénéfice pur qui sera partagé. De cette manière, pas de problème d'avoir l'impression de payer plus, de faire plus. Tout est partagé dans la manière la plus pure possible. Donc, c'est quelque chose qu'on détaillera dans le French Entrepreneur en V2 et également dans le Borderless Entrepreneur en V2 sur les différentes possibilités de s'associer de cette forme. Mais retenez, le faire sous une forme d'une Newco et Newco particulière, ça peut avoir beaucoup d'avantages, surtout si vous avez un associé qui est à l'étranger. Donc, il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Une association, cela se prépare pour le bon, mais surtout pour le pire également. Vaut mieux prévoir le pire et espérer le meilleur. Il est nécessaire d'être au fait et donc de se former. Les possibilités sont multiples. Je vous ai présenté ici celle qui, pour moi, est la meilleure, car c'est celle que je vais proposer et que j'utiliserai s'il accepte, bien évidemment. Je la détaillerai French Entrepreneur et Borderless Entrepreneur. N'oublie pas de rejoindre le French Entrepreneur avant la mise à jour. Tu bénéficieras de la mise à jour avant l'augmentation de prix gratuitement, donc ça t'évitera de payer plus. Je connais peu d'associations qui ont bien fonctionné sur le long terme si elles n'ont pas été structurées de manière professionnelle au départ. J'ai chié moi-même mes 2 premières associations à cause de cela. Et si j'avais vu ou eu la valeur que je viens de te donner dans cette vidéo, j'aurais peut-être 250 000 € de plus, et minimum. J'en parlerai dans la newsletter de ce week-end, ainsi que sur la note vocale sur notre Telegram. Pendant les 2-3 mois d'été, il y aura la note vocale sur le Telegram. Donc n'hésite pas à le rejoindre, c'est du contenu exclusif. Tous les liens se trouvent dans la description. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera un live sur la marketing Scopy. Aborder le marketing d'une manière financière et soulever les lièvres. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, ciao.